26 juin 1944. Base aérienne d'Elandia, Nouvelle-Guinée néerlandaise. La partie de dames n'était pas encore terminée lorsque le lieutenant-colonel Charles MacDonald leva les yeux de l'échiquier. L'homme. Il se tenait devant la porte moustiquaire et venait de se présenter, mais le nom ne lui était pas encore tout à fait resté en tête. MacDonald se concentra. À propos de son jeu avec le lieutenant-colonel Merrill Smith, officier des opérations des Satan's Angels. Le civil a répété son introduction avec une confiance sereine qui fit réfléchir MacDonald, Charles Lindbergh. Le Charles Lindbergh, l'aviateur le plus célèbre d'Amérique, se trouvait dans un salon de fortune à des milliers de kilomètres de chez lui et a demandé permission de discuter des opérations de combat du P-38. Ce qu'aucun d'eux ne savait à l'époque, c'était que cette perturbation révolutionnerait l'utilisation des chasseurs à long rayon d'action dans le théâtre du Pacifique. Les techniques que Lindbergh enseignerait au cours des 6 semaines suivantes augmenteraient le rayon de combat du Lockheed P-38 Lightning de près de 400 mètres. Ce que les pilotes considéraient comme impossible se sont transformés en standards. Procédures opérationnelles, l'histoire de la façon dont un consultant civil a doublé la puissance de l'Amérique. La gamme de chasseurs bimoteurs de première classe n'est pas seulement une question technique. C'est une récit d'une résistance institutionnelle, surmontée par des preuves irréfutables selon lesquelles les pilotes ont appris à faire confiance aux mathématiques par l'instinct d'un homme et sa maîtrise particulière de l'efficacité énergétique qui a changé le cours de la guerre aérienne en le Pacifique. Les mathématiques à portées étendues ne figurèrent pas dans les manuels d'ingénierie, mais dans l'expérience quotidienne des pilotes, ils apprendraient tout ce qu'ils avaient appris sur la gestion des moteurs incomplet. L'impossible était sur le point de devenir une routine, et le professeur était un civil de 42 ans qui avait piloté un P-38 3 jours plus tôt. Le chemin vers la construction de cette porte moustiquaire à Elandia a commencé il y a 17 ans de l'autre côté de l'Atlantique. Les 20 et 21 mai 1927, Charles Augustus Lindbergh a changé l'aviation à jamais en parcourant 3600 mètres en solitaire de New York à Paris, 12 heures. Le monoplan, Ryan Nuipe, Spirit of St. Louis, transportait 450. Des litres de carburant dans des réservoirs si grands qu'ils bloquaient la vue devant. Lindbergh avait navigué avec un périscope et une navigation à l'estime et contrôlé la consommation de carburant avec une précision qui, comparé aux autres pilotes de son époque, il était paranoïaque et a atterri à Laborfield avec 85 gallons de carburant. Des économies de carburant restantes que les experts avaient dit considérer comme impossibles pour un moteur radial Whirlwind approprié. Cette attention méticuleuse à la gestion du carburant est devenue l'expertise technique cruciale de Lindbergh. Lors de ses vols de reconnaissance au-dessus du Pacifique et de l'Atlantique pour Pan American Airways dans les années 1930, Lindbergh a perfectionné des techniques qui ont étendu la gamme bien au-delà des spécifications du fabricant. Il comprenait que les chiffres d'autonomie publiés représentaient des moyennes et non des limites. Chaque moteur avait ses propres performances optimales. Plage de fonctionnement dans laquelle la puissance de sortie, la consommation de carburant et la charge mécanique atteignent un équilibre parfait. Pour trouver cette enveloppe, il était nécessaire de comprendre la relation entre la pression du collecteur et la vitesse de l'hélice. Les réglages de mélange et les vitesses indiquées dépassaient largement les normes de formation. En 1944, Lindbergh avait l'un des plus grands experts mondiaux des vols long courriers, mais sa relation avec les États-Unis. L'armée était complexifiée par son isolationnisme avant la guerre. Elle s'était farouchement opposée. L'implication américaine dans les conflits européens, le leadership de l'America First Committee et l'hostilité le président Franklin Roosevelt. Le 29 avril 1941, après sa déclaration publique, il le compara au sympathisant de la guerre civile Clément Vallandigham, Lindbergh. Il a démissionné de son poste de colonel dans la réserve aérienne lorsque Pearl Harbor a forcé les États-Unis. Pendant la guerre, Lindbergh tenta de rejoindre l'armée d'Aurore. Roosevelt personnellement,
Il a veillé à ce que Lindbergh ne porte plus jamais l'uniforme militaire américain pendant la guerre. Mais l'expérience finit toujours par nous rattraper. Incapable de servir comme officier militaire, Lindbergh est devenu conseiller technique civil auprès des constructeurs d'avions. Il rejoint la United Aircraft Corporation en 1943 et travaille intensivement avec leur division Opportunity Vault, fabricant du F-4U Corsair. Il a travaillé quelque temps chez Ford. L'usine de Willow Run a résolu les problèmes de production du B-24 Liberator. Il a volé. Il a effectué des vols d'essai périlleux à haute altitude avec des P-47 Thunderbolt pour analyser les performances des moteurs. Il a contribué au développement du bombardier en piqué, technique pour le Corsair. Ses prouesses techniques étaient colossales, mais Lindbergh aspirait au combat. Au début de 1944, il vit une opportunité. United Aircraft voulait faisabilité d'un nouvel avion de combat bimoteur. Le seul représentant américain de cette catégorie était le Lockheed P-38 Lightning. Lindbergh, conventio à United Aircraft, para de l'envoyer comme représentant technique sur le théâtre du Pacifique pour observer le fonctionnement du P-38 dans des conditions de combat. Le 3 avril 1944, Lindbergh se prépare à être déployé dans le Pacifique Sud. Il s'est rendu chez Brooks Brothers à New York pour acheter un uniforme d'officier de marine sans insigne. Il acheta un petit Nouveau Testament à la librairie Brentano et écrivit dans son journal le même jour: Puisque je ne peux porter que un livre et un tout petit, tel est mon choix. Il ne serait pas. Cela fait une décennie, mais plus j'apprends et lis, moins il y a de concurrence. El Azhar quitté San Diego le 24 avril. À vite. Officiellement, à destination des bases aériennes du corps des Marines dans le Pacifique Sud, autour de Guadalcanal. Le voyage fut approuvé par le département de la Marine, mais gardé secret par la Maison-Blanche. Ni le président Roosevelt, ni le secrétaire à la Marine, Frank Knox, ne savaient que Lindbergh était en route vers la zone de guerre. Ce qui a commencé comme une mission d'observation s'est transformé en quelque chose de plus grand lorsque les autorités de l'aviation du corps des Marines ont invité Lindbergh à voler comme observateur lors de missions de combat, le 21 mai 1944. Lindbergh a effectué sa première mission de combat, une attaque à basse altitude avec le Marine Fighter Squadron 222 près de la garnison japonaise. À Rabaul. Les Marines appelaient cela de l'observation. Lindbergh volait avec ses armes, des cibles attrayantes et prometteuses lorsque l'occasion s'est présentée. Il a rapidement démontré une expérience pratique qui va au-delà de la théorie. Collaboration avec les pilotes. Corsair leur a montré comment décoller en toute sécurité avec des charges de bombes qui doublaient la capacité nominale du F-4U. Les Marines avaient crash d'avions dû au surpoids. Analyse minutieuse de Lindbergh sur les réglages de puissance, les vitesses de décollage et le poids. La distribution a réduit les accidents et augmenté la capacité de grève. La nouvelle s'est répandue dans le Pacifique, selon laquelle le célèbre pilote effectuait des missions de combat en tant que civil et résolvait les problèmes opérationnels qui ont intrigué les pilotes militaires pendant des mois. À la mi-juin 1944, Lindbergh s'intéresse au P-38 Lightning. L'intérêt de l'industrie aéronautique pour les avions de combat bimoteur était réel, mais Lindbergh avait également entendu dire que le 475e groupe de chasse, les Satan's Angels, était l'un des groupes de musique électronique les plus populaires du Pacifique. Je voulais en savoir plus sur le P-38, et j'étais au bon endroit. Le 15 juin 1944, Lindbergh s'est envolé pour Finchen, en Nouvelle-Guinée. Il a annoncé sa présence au quartier général de la 5e force aérienne à Nadsab, où le colonel Marian Cooper déjeuna avec lui. Le dimanche soir, 18 juin, Lindbergh a dîné avec le général Ennis Whitehead pour discuter des événements en Nouvelle-Guinée et de ses projets d'observation, opération P-38. L'approbation était informelle, non officielle et inadéquate, selon des normes militaires strictes, mais dans la structure de commandement fluide du Sud-Ouest. La guerre du Pacifique, les contacts personnels et les compétences prouvées étaient souvent plus importants que les formalités administratives. Le 20 juin,
Lindbergh a passé 1 h 20 à effectuer des opérations de maintenance sur un P-38, avec le 35e escadron du 8e groupe de chasse. C'était sa première fois, le remarquable chasseur à double perche. Le 26 juin, il vola vers Elandia et il rencontre le lieutenant-colonel MacDonald, qui a 29 ans et qui a déjà remporté 10 victoires. Comme il commandait le 465e groupe de chasseurs qui avait été activé en Australie, a été fondé le 14 mai 1943 et est depuis lors l'un des pays ayant obtenu les meilleurs scores. Unité P-38 dans la zone opérationnelle. Les 3 escadrons du groupe, le 431e, les 432e et 433e escadrons, ont piloté les derniers modèles P-38J, avec grâce à des échangeurs améliorés et à une capacité de carburant accrue, ces Lightning offrirent la plus grande autonomie, avions de chasse dans le Pacifique capables d'accomplir des missions impossibles pour les autres avions. Mais même avec des réservoirs amovibles, le P-38, le rayon d'action était limité. Lors des vols vers des cibles lointaines, il restait peu de carburant pour les manœuvres de combat et les pilotes revenaient souvent à la base avec des réserves de carburant dangereusement basses. Plusieurs avions ont été perdus lorsque les conditions météorologiques ont forcé des déroutements qui ont dépassé la capacité de carburant. MacDonald congédia d'abord poliment Lindbergh et retourna à sa partie de dames. Mais lorsque Lindbergh expliqua que le général Hutchinson, commandant du 3e groupe aérien, l'avait envoyé pour discuter du P-38. Pendant les combats, MacDonald resta attentif à la situation. Après une brève conversation, il demanda à Lindbergh s'il lançait une mission le lendemain. Lindbergh accepta. La mission serait lancée en aube. Au lieu de retourner au quartier général, MacDonald suggéra que Lindbergh reste au camp 475 pour éliminer les problèmes de transport. Alors que Lindbergh s'installait dans le lit d'invités, la nouvelle se répandit rapidement dans l'unité. Charles Lindbergh volait avec Satan. Ange. La réaction des pilotes fut mitigée. Le lieutenant John Perurdy, de l'escadron 433e, était impatient de rencontrer l'aviateur légendaire. D'autres étaient sceptiques. Certains doutaient qu'un civil de 42 ans, célèbre ou non, puisse gérer des situations de combat modernes. Le major Thomas Maguire, un A aux 15 coups sûrs qui allait mettre fin à la guerre en devenant le 2e combattant américain ayant obtenu le meilleur score. Un pilote avec 38 victoires confirmées voulait voir ce que le vieil homme pouvait faire. Le matin du 27 juin 1944, Lindbergh se prépare pour sa première mission de combat avec le P-38. Mission. Le temps était mauvais. À 5h30 du matin, il pleuvait sans interruption. Lorsque le vol a finalement décollé, à 10h30, les conditions s'étaient améliorées. MacDonald a dirigé 4 avions vers l'île Jeffman et l'aérodrome de Smart, cible régulière du 475e. Lindbergh volait sous le nom de Blue 3, sur l'aile de Maguire. L'autre avion était Merrill Smith, déjà un as à 8 victoires. MacDonald a vu Lindbergh diriger formation parfaite sur l'aile de Maguire, pour quelqu'un qui a été éliminé en P-38. Quelques jours plus tôt, leur vol en formation s'était déroulé sans problème. La mission comprenait Lindbergh à mitrailler un navire ennemi dans la baie de Caibos et s'est frayé un chemin à travers les défenses anti-aériennes. Ils ouvrirent le feu avec leurs canons et leurs mitrailleuses, criblant la cible. La mission fut un succès. Et les 4 appareils revinrent sains et saufs. Mais ce que les chefs d'équipage remarquèrent ensuite, l'atterrissage allait s'avérer plus important que n'importe quelle opération de combat. Tandis que l'équipage au sol vérifiait, après plusieurs missions, P-38 a découvert un schéma. Son avion, il revenait toujours avec beaucoup plus de carburant, restant que les autres pilotes, effectuant des missions identiques. Après une mission de reconnaissance armée de 6,5 heures le 1er juillet, sur les pistes d'atterrissage, ennemi le long de la baie de Gilvink-Lindbergh, a atterri sur la côte ouest avec 790 litres de carburant restants. D'autres pilotes, de la même mission, sont revenus avec des réservoirs presque vides. Le 1er juillet 3, le groupe a escorté 16 bombardiers B-25 lors d'un raid contre l'île Jeffman.
Après l'attaque, les Lightning se mirent à la recherche de barges. Moins d'une heure plus tard, 2 pilotes signalèrent une panne de carburant. De retour chez lui, Lindbergh poursuivit la mission. Sa jauge de carburant affichait des réserves confortables. MacDonald nota. Un désaccord surgit et une réunion fut convoquée. 2 jours après l'arrivée de Lindbergh, le colonel réunit les pilotes du 475e. Sa salle de loisirs. Le mobilier était rudimentaire, avec un sol en terre battue sous un palmier. Un toit de chaume, une table de ping-pong et quelques jeux de cartes complètent l'ameublement. Dans la lumière éblouissante des ampoules sans abat-jour, MacDonald passa aux choses sérieuses. Il présenta officiellement Lindbergh et lui demanda expliquer comment il revenait systématiquement avec plus de carburant que tous les autres coureurs du groupe. La suite allait être changement dans les opérations du P-38 dans le Pacifique. Lindbergh a fait un rapport à... Les pilotes se sont rencontrés et ont expliqué les techniques de contrôle de vitesse qu'il avait développées pour le Lightning. La procédure standard enseignée à tous les pilotes de P-38 était de voler à une vitesse de croisière de 2200 à 2400 pelitroami avec le mélange réglé à autoriche. Cette configuration offrait de bonnes performances et était considérée comme sûre pour les moteurs, mais c'était aussi un gaspillage. Lindbergh a expliqué qu'en réduisant le régime moteur de 2200 à Tramin standard jusqu'à 1600 contre la main, réglant le mélange de carburant sur un mélange automatiquement pauvre au lieu d'un mélange automatiquement riche, et en augmentant légèrement la pression du collecteur pour compenser le régime inférieur, les conducteurs pourraient réduire considérablement. Consommation de carburant sans perte de vitesse de croisière effective. Le réglage recommandé était de 1600 par à une pression de 30 pouces du collecteur de mercure avec le mélange réglé sur auto-nettoyant et vitesse indiquée 297 km/h, 187 bh. Ces ajustements ont permis de réduire la consommation de carburant à environ 70 gallons, soit environ 2,6 mètres par gallon. Comparé à bien que les réglages de vitesse de croisière par défaut consomment même beaucoup plus de carburant, les économies sont énormes. Lindbergh a prédit que ces techniques augmenteraient le rayon du Lightning de 400 ml, permettant des missions de 9 heures. Lorsqu'il les lit, il termina sa présentation une demi-heure plus tard et la salle se tut. Les pilotes. J'avais la bouche pleine de pensées désagréables. L'idée d'un vol de 9 heures ne plaisait pas aux hommes qui étaient déjà... Les missions de 7 heures étaient épuisantes. Le cockpit du P-38 était exigu. Les pilotes étaient assis dans un parachute avec un radeau de sauvetage et des minéraux en dessous. Leur combinaison de survie était inconfortable. 7 heures dans cette cabine étaient déjà à la limite de l'endurance humaine. 9 heures. Cela semblait inimaginable. Plus inquiétant encore était la recommandation de Lindbergh de remplacer les moteurs par configuration à éviter absolument. La combinaison d'un faible régime et d'une pression d'admission élevée était appelée à survoler le terrain. L'entraînement au vol militaire a souligné que les opérations au-dessus du terrain pourraient endommager moteurs. La détonation qui en résulterait provoquerait une surchauffe des culasses et donc une panne catastrophique du moteur. On enseignait aux pilotes que si la pression de suralimentation dépassait le régime de plus de quelques centimètres, ils risquaient de détruire leur avion. Moteur. Ce civil a suggéré qu'ils devraient systématiquement faire fonctionner leur moteur dans un état où on les avait prévenus du danger. Le scepticisme était palpable dans la salle. Plusieurs pilotes échangèrent des regards. Certains. Ils ont secoué la tête. Un pilote a ouvertement qualifié la technique de Lindbergh de dangereuse. Mais MacDonald a compris quelque chose d'important. Lindbergh ne parlait pas en théorie. Il avait effectué des missions de combat avec ses réglages. Son P-38 était resté intact. Problème de moteur. Son avion était revenu à plusieurs reprises avec des réserves de carburant, ce qui lui procurait une flexibilité opérationnelle. Les pilotes les regrettaient. Le colonel décida de tester la technologie en pratique. Si cela fonctionnait, le 471e régiment aurait un avantage opérationnel décisif. Si, en cas d'échec, il le découvrirait rapidement. La semaine suivante, les pilotes commencèrent de prudemment
à expérimenter avec Lindbergh. Configuration de croisière. Les premiers qui volent furent d'Amcourt afin que les pilotes puissent revenir. Baise rapidement lorsque les moteurs montraient des signes de défaillance. Les premiers pilotes à tenter cette opération. Le technicien rapporta nerveusement que leur moteur émettait un bruit différent à bas régime. Le grondement profond du V1 Allison. Les moteurs 1710 ont changé de caractère, mais les relevés de température sont restés normaux. Huile. La pression est restée dans les limites acceptables. La température de la culasse, indicateur critique de détonation. En fait, il faisait moins chaud qu'à haut régime. À mesure que la confiance grandissait, les conducteurs ont commencé à utiliser les techniques de Lindbergh pour les missions longues. Les économies de carburant étaient indéniables. Les missions, qui avaient nécessité, le retour immédiat après des attaques ciblées, pourraient désormais inclure des patrouilles aériennes de combat élargies. Les vols, où les pilotes devaient surveiller attentivement leur consommation de carburant, se terminaient désormais avec des réserves confortables. Le rayon de combat effectif du P-38, qui était auparavant d'environ 550 miles, a été étendu à 700 miles mi, puis 750 pour mi. Les pilotes ont découvert qu'ils pouvaient atteindre des cibles qu'il a été considéré au-delà des capacités du Lightning de se battre pour la zone cible pendant 15 minutes, puis réserve de carburant pour 1 heure. La transformation était révolutionnaire. Le scepticisme s'est estompé lorsque après la mission, l'efficacité de la technologie a été démontrée. Lindbergh a régulièrement volé avec le 415. Il a accumulé des heures de combat et enseigné par l'exemple. Il a dirigé des escadrilles. Cela démontra que l'observateur civil pouvait se débrouiller au combat aussi bien que n'importe quel pilote militaire. Lors des missions qu'il dirigeait, l'indicatif d'appel était simple. M. Lindbergh en a expliqué la physique. La technologie a été conçue pour que les pilotes comprennent pourquoi elle fonctionne. Les moteurs génèrent de l'énergie en brûlant du carburant, créant une pression qui entraîne les pistons. La quantité de carburant brûlé par unité de temps détermine la consommation de carburant. L'objectif est pour une efficacité et une puissance maximale avec une consommation minimale. Réglage de croisière traditionnel. Pour régime élevé, il produisait beaucoup de puissance mais gaspillait du carburant car le moteur tournait vite et brûlait du carburant inutilement. En réduisant le régime du moteur et en augmentant la pression du collecteur, la même puissance pourrait être produite avec moins de cycles de combustion. Chacun utilise le carburant plus efficacement. Le réglage de mélange pauvre a encore amélioré l'efficacité en utilisant uniquement suffisamment de carburant pour une combustion complète, de sorte que le surplus dans Autoricos Mode, refroidissement, moteur à puissance élevée. Les moteurs n'ont pas explosé car la puissance était trop élevée. Le rapport carré-carré n'était pas particulièrement puissant. La pression du collecteur de 65 mètres était modérée, bien en dessous des 60 pouces de poussée d'urgence utilisés pour le décollage et le combat. La vitesse plus faible a en fait réduit la contrainte mécanique sur les composants du moteur. La technique n'était pas dangereuse, elle différait simplement de ce que les pilotes avaient appris. L'expérience de Lindbergh. Des années d'expérience dans les vols long courriers. Sa traversée de l'Atlantique en 1927 Il lui a appris que les spécifications publiées étaient des points de départ et non des limites. Son travail chez Pan American Airways, dans les années 1930, où il a étudié les routes transpacifiques et transatlantiques, lui a donné des milliers d'heures d'expérimentation sur la gestion du carburant. Le P-38 avait un avantage qui le rendait une expérience moins risquée qu'il n'y paraissait. 2 moteurs. Si un seul moteur a subi des dommages en raison de la technologie de voyage expérimentale, l'autre moteur a pu ramener le pilote à la base. Sur le vaste, dans le Pacifique, où une défaillance technique signifiait la mort par noyade ou la capture par les Japonais, la plupart des pilotes voyageaient dans des avions monomoteurs. Les chasseurs volaient de manière conservatrice, mais la redondance du P-38 a conduit à une possibilité d'explorer en toute sécurité le transbordement, et Lindbergh savait, d'après la situation d'approvisionnement, que le risque acceptable. Allison a livré des moteurs et des pièces de rechange pour
le V1710 au Pacifique. Quantité généreuse. Si un moteur devait être remplacé après un essai, les équipes au sol pourraient. La nouvelle centrale a été installée rapidement. Les avantages opérationnels d'une plus grande autonomie justifiaient une prise de risque réduite. Usure accrue du moteur. Le calcul s'est avéré exact. Aucun moteur P38 n'a connu de panne. Grâce aux techniques de déplacement de Lindbergh, fin juillet 1944, le croiseur de Lindbergh. Les techniques de contact de contrôle se sont répandues aux unités P-38 de la 5e force aérienne. Le succès du 470e groupe de chasse a été et impossible à ignorer. La nouvelle s'est répandue dans les autres escadrilles. Les pilotes ont parlé. Au sol. Les équipages comparèrent leurs données de consommation de carburant. D'autres commandants aspiraient au même avantage opérationnel. Les anges de Satan. J'ai apprécié. Lindbergh a fait des présentations supplémentaires aux pilotes d'autres unités. Il a expliqué la technologie, avec patience, en répondant aux questions techniques et en tenant compte des préoccupations concernant la sécurité des moteurs. L'introduction n'était pas immédiate ou universelle, mais elle était constante. Le 28 juillet 1944, le moment le plus dramatique de Lindbergh avec le 471. La mission était une escorte de bombardiers pour région de Seram, volant avec le 433e escadron. Lindbergh a volé sous le nom de Blue 3 dans un 4 navires survolant la baie d'El Pouti. Un vol bleu a été détecté. Avion ennemi, 2 Mitsubishi Ki-51, Sonas, bombardiers légers japonais pour l'équipe de reconnaissance et d'attaque au sol, revenaient de la recherche d'un camarade disparu. Le Sonas appartenait au 73e. Des Shutai, volant indépendamment. L'un d'eux était piloté par le commandant de l'unité, le capitaine Saburo Shimada, un autre du sergent Yokogi. Les chasseurs américains ont attaqué. Les Sonas étaient inférieurs, plus lents, moins maniables et moins lourdement armés que les Lightning. Ils auraient dû être simples. Mais Shimada était un pilote expérimenté qui n'avait aucune intention de mourir facile. La confrontation a dégénéré en une bataille ouverte. Les P-38 de la 9e escadre de chasse avaient trouvé le Sonia en premier et n'étaient pas déjà occupés à l'arrivée du vol de MacDonald. Le partenaire de Shimadada, le sergent Yokogi, il fut touché par le tir du canon du lieutenant Wade Lewis. L'aile gauche du Sonia prit feu. Alors que l'avion ennemi se redressait, alors qu'il commençait à courir, le lieutenant J.C. Haslip se glissa derrière lui et tira une longue rafale. Le Sonia endommagé a laissé une traînée de fumée et a plongé dans la mer. Le Sonia de Shimadada. La bataille continua. Pendant 30 minutes, le capitaine japonais déjoua plusieurs manœuvres. En attaquant le P-38, il a provoqué un violent tangage de son avion avec de la condensation s'écoulant des extrémités des ailes. Alors que la Sonia tournait à toute vitesse, les pilotes du P-38 ont tenté de cible, mais incapables de la maintenir. Les avions japonais, plus lents, parvenaient à virer vers l'intérieur, tandis que les chasseurs américains, plus rapides, le coéquipier de MacDonald, le capitaine Danforth Miller, a brièvement réussi à mettre Sonia en position d'attaque, mais l'a perdu de vue lorsque Shimada effectua un virage serré à gauche. Les balles traçantes de Miller étaient à 24 mètres derrière lui. Puis, Shimada fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de poursuivre ses manœuvres d'évitement, directement vers le Lindbergh, qui approchait. Les deux avions volèrent de front à une vitesse d'approche de près de 800 km/h. Pour Lindbergh, un homme qui avait des milliers d'heures de vol derrière lui, mais qui n'avait jamais. Les avions ennemis essayaient de le tuer, le moment lui apparut avec une terrible clarté. Shimada maintint le cap. Qu'il ait tenté une attaque ou simplement espéré un assaut frontal, le capitaine japonais a fixé une trajectoire de collision. Lindbergh a instinctivement visé le moteur radial du Sonia et il appuya sur la détente. L'armement du P-38, un canon de 20 mm et une mitrailleuse de calibre .450, les canons, concentrés dans le nez, explosèrent pendant 6 secondes. Lindbergh appuya sur la détente. Ci-dessous. Les balles et les grenades ont touché l'avant de la Sonia, la Mitsubishi. L'hélice
ralentit visiblement. De la fumée s'échappa du moteur, mais Shimada resta calme. Au dernier moment, Lindbergh freine brusquement et sa P-38 le dépasse au-dessus du Sonia endommagé, à quelques mètres encore. L'avion de Shimada s'est écrasé. D'autres P-38 ont continué à tirer. Rafale. Le Sonia a continué à s'immerger, laissant derrière lui un panache de fumée, jusqu'à ce qu'il vît à s'élever. Une fontaine d'éclaboussures blanches marqua l'impact. La mousse se répandit. Des cercles concentriques jusqu'à la surface de l'eau. Puis les vagues se fondirent dans la mer. La surface resta inchangée. Avant, le capitaine Saburo Shimada et son observateur étaient morts. De retour à la base, la responsabilité de l'écrasement fut contestée. Plusieurs pilotes avaient percuté le Sonia. McDonald, Miller et Lindbergh avaient marqué des points, mais c'est l'attaque frontale de Lindbergh qui a fait la différence. L'avion a ralenti l'hélice et a amorcé le piqué fatal. Officieusement, les pilotes étaient d'accord. Lindbergh avait sa première et unique victoire. Cette victoire n'a pas été consignée dans la guerre officielle de 475. Record. Lindbergh était un civil. Ses missions de combat avaient déjà irréguliers. L'annonce officielle de son décès soulèverait des questions qui pourraient la mettre fin à son séjour dans l'unité. 3 jours plus tard, le 1er août, Lindbergh a failli mourir. La mission consistait en un vol de combat vers Palau. Le vol rencontra des zéros japonais. Dans la bataille aérienne qui s'ensuivit, Lindbergh a été impliqué dans une bagarre avec un pilote de zéro qui a failli l'abattre. Seul McDonald. Intervention cri. À droite, à droite. Et puis, activation du zéro. Il sauva lui-même la vie de Lindbergh. Le choc convainquit la 5e flotte aérienne. Le siège social a déclaré que c'était suffisant. Lindbergh avait prouvé l'efficacité de ses techniques. Il avait environ 50 ans en mission de combat dans tout le déploiement du Pacifique, dont environ 25 missions P-38 avec le 475e. Il avait abattu un avion ennemi. Ils avaient failli le tuer. Il était temps de le ramener aux États-Unis avant que quelque chose ne tourne irrémédiablement mal. Le 12 août 1944, Lindbergh quitta Hollandia pour rentrer chez lui. Les pilotes de Dietschel, le 465e groupe de chasse, s'est réuni pour lui dire adieu. Son respect pour les civils. Le représentant technique était authentique. Il ne leur avait pas seulement enseigné des techniques qui étendaient leur rayon d'action. Il a volé avec eux, combattu à leur côté et prouvé sa valeur dans des conditions où le rang et la renommée ne signifièrent rien. Les effets de les techniques d'économie de carburant de Lindbergh s'étendèrent bien au-delà du 4 Josephine V Fighter Group. En octobre 1944, des unités P-38 dans tout le Pacifique. Les réglages du régulateur de vitesse varient. Les valeurs spécifiques varient légèrement selon le véhicule et les conditions. Mais le principe était universel, vitesse plus faible, pression d'admission plus élevée. Un mélange plus pauvre dans son ensemble augmente considérablement l'autonomie. L'impact fut profond. Des objectifs auparavant inaccessibles sont devenus réalisables. Les bases japonaises qui avaient été jusque-là épargnées par les avions de chasse étaient désormais confrontées au P-38, suffisamment de carburant pour combattre sur la cible et rentrer sains et saufs. L'autonomie accrue permettait aux chasseurs bombardiers d'escorte en mission auparavant, sans accompagnement ou sans accompagnement. Chasseurs à long rayon d'action. Ils ont pu pénétrer plus profondément dans le territoire sous contrôle japonais. Les groupes P-38 en Hollande. La Nouvelle-Guinée a rapidement parcouru 950 miles vers ses cibles et s'est battue pendant 15 minutes. Retour à la base. De telles missions auraient été impossibles avant que les techniques de Lindbergh ne deviennent monnaie courante. L'extension de la portée n'était pas anodine. Au cours de la seconde moitié de 1944, le rayon de combat a permis des opérations qui ont directement soutenu l'avancée de MacArthur aux Philippines. Les aérodromes, qui ne pouvaient pas être desservis par les aérodromes de chasse existants, sont devenus des bases avancées utiles.
Les plans qui nécessitaient, au lieu d'attendre des aérodromes plus proches, pouvaient être avancés plus rapidement. Les implications stratégiques étaient non seulement mesurées en kilomètres, mais aussi en temps. Des opérations qui auraient repris des mois. Ils ont été achevés en quelques semaines car la portée des avions de chasse était plus grande et plus rapide. Cette technologie a également sauvé des vies. Les pilotes qui revenaient auparavant à la base avec des jauges de carburant vides, réserve d'urgence. Les mauvaises conditions météorologiques, obligeant à des déroutements, n'impliquaient plus la perte certaine d'avions. Les pilotes qui avaient subi des dommages au combat avaient de meilleurs taux de chance de rentrer chez eux. Les réserves de carburant constituaient une marge de sécurité qui réduisait directement les pertes hors combat. L'autonomie accrue. Elle s'est révélée particulièrement précieuse lors de la libération des Philippines. Lorsque les troupes de MacArthur ont marché sur l'Ay-Octobre 1944, le Pertuis décolle de bases en Nouvelle-Guinée et Moratay offrait une protection au combat à des distances qui étaient impossibles quelques mois plus tôt. La différence entre arriver à destination sans réserve de carburant et arriver avec du carburant pendant 1 heure ont fait la différence entre offrir un camouflage efficace et une apparence discrète. Cependant, l'introduction de ces techniques n'a pas été sans controverse. Certains commandants ont d'abord résisté, préoccupés par la fiabilité du moteur. Certains pilotes restaient sceptiques, faisant davantage confiance à leur formation qu'aux conseils d'un civil. Certains membres du personnel de maintenance inquiets de l'usure accrue du moteur. Mais les preuves étaient irréfutables. Les avions, utilisant les techniques de Lindbergh, n'ont pas connu d'augmentation des pannes moteurs. Cependant, les données de consommation de carburant ont montré une augmentation spectaculaire. Amélioration. Les rapports de mission ont fait état d'opérations réussies, qui avaient été auparavant impossibles. Fin 1944, la technologie de régulateur de vitesse de Lindbergh a été officiellement introduite dans les procédures d'exploitation du P-38, ce qui a commencé comme un projet de génie civil. Le repérage, par procuration, était devenu une doctrine standard. L'armée de l'air américaine a mis au point un système de régulateur de vitesse modernisé. Carte du P-38 reflétant les découvertes de Lindbergh. Formation des pilotes. Les matériaux ont été révisés pour permettre un fonctionnement correct à des charges de pointe faibles. L'histoire plus large du service de Lindbergh dans le Pacifique révèle un homme animé de motivations complexes. Son isolationnisme d'avant-guerre avait fait de lui une figure controversée. Ses commentaires sur la technologie aéronautique dans l'Allemagne nazie lui avaient valu des accusations. Sympathie nazie, son opposition publique à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale avait... Sa relation avec le président Roosevelt a été détruite. Lorsque la guerre a éclaté, Lindbergh était un outsider, malgré... Lindbergh est l'un des aviateurs les plus respectés d'Amérique. Mais dans le Pacifique, loin de la politique de Washington, il a trouvé le salut dans la maîtrise technique. Les pilotes du corps des Marines et de l'armée de l'air qui ont volé avec lui ont jugé. Il ne s'est pas distingué par ses positions politiques, mais par ses talents de pilote et son courage. Le major Richard Bong, l'as de l'aviation le plus titré d'Amérique, avait 40 victoires, alors qu'il servait au quartier général du V Fighter Command et plusieurs membres du personnel de la région ont déclaré à un journaliste de United Press que Lindbergh était un pilote aussi prometteur que n'importe lequel d'entre nous. Il aurait été là-bas à massacrer les Japonais tous les jours si le général Kenny l'avait laissé faire. Quelqu'un a-t-il une opinion sur Bong ? Le calibre signifiait plus que n'importe quelle réhabilitation politique n'aurait pu accomplir. Lindbergh avait prouvé sa valeur là où l'épreuve ce qui était le plus important au combat. Après son retour aux États-Unis, à la mi-août 1944, Lindbergh poursuivit ses contributions techniques à l'effort de guerre. En octobre 1944, il participa à une opération conjointe, conférence sur les performances des avions de combat de l'armée et de la marine à la base navale de Puksan River, Maryland. Il a piloté et évalué des avions japonais capturés et livrés. Il a eu une meilleure compréhension des capacités de l'ennemi. Il a continué à conseiller United Aircraft et d'autres fabricants et ont résolu les problèmes survenus lors des opérations de combat.
Les données techniques des performances de Lindbergh illustrent l'ampleur de l'amélioration. Le P-38J. Le Lightning avait une capacité de carburant interne de 410 grammes dans des réservoirs standards, deux réservoirs de 90 gallons. Réservoir principal, deux réservoirs de réserve de 60 gallons et deux réservoirs de bord d'attaque de 55 gallons avec disposition pour les citernes de déchargement externe. La capacité totale peut dépasser 1000 glassworks. Réglage standard du régime de croisière à 2200 Cora Millen et mélange d'huile riche. Consommation de carburant. Elle variait selon la source mais était significativement plus élevée qu'avec la méthode Lindbergh. La technique Lindbergh a réduit la consommation à un total d'environ 70 gallons par heure. Le rayon de combat est passé de environ 570 à 750 miles, avec une répartition égale des combats et des réserves, ce qui représente une amélioration de 31%. Pour les missions nécessitant une portée maximale, des réservoirs de carburant supplémentaires et des techniques de vol de croisière ont permis de réaliser des vols de près de 9 heures et de plus de 1000 miles. Ces capacités ont transformé les opérations dans le Pacifique. La campagne stratégique de saut d'île en île, qui a soutenu l'avancée de MacArthur à travers la Nouvelle-Guinée et dans les Philippines, comptait sur leur supériorité aérienne à chaque étape. La portée des avions de chasse déterminait quelles îles ils pouvaient être contournés et nécessitait une attaque directe pour fournir des aérodromes. En élargissant la portée des avions de chasse, les techniques de Lindbergh ont permis une planification opérationnelle plus audacieuse. Des îles qui les assauts amphibies coûteux et nécessaires pourraient être évitées car les avions de combat pourraient atteindre des cibles à partir de bases plus éloignées. Certains historiens ont attribué à tort les techniques d'extension de portée de Lindbergh à la mission d'avril 1943, qui intercepta et abattit l'avion de transport de l'amiral japonais Izuroku Yamamoto. Cette mission, menée par le P-38 de la 339e escadre de chasse dans le canal de Guadal, le Lightning, les limites de la portée, mais Lindbergh n'y était pour rien. Il n'atteignit le théâtre du Pacifique que plus d'un an plus tard. Plus tard, Lindbergh a fait de ses missions à très longue portée une routine plutôt qu'une exception. L'aspect humain de l'exploit de Lindbergh mérite d'être souligné. Il avait 42 ans. Lors de son déploiement dans le Pacifique, il a effectué des missions de combat contre des pilotes de 20 ans ses cadets. Les exigences physiques liées à l'hygiène, les manœuvres, le stress du combat, les inconvénients des vols de 7 à 10 heures, l'exiguïté de la cabine a eu des conséquences néfastes. Mais Lindbergh n'a jamais rien exigé de particulier. Traitement. Il effectuait les mêmes missions, affrontait les mêmes dangers et suivait les mêmes procédures que les jeunes lieutenants et les capitaines qui constituaient la majorité des 475. Sa volonté de démontrer ses techniques. La démonstration personnelle a été cruciale pour son acceptation. S'il avait simplement donné une conférence sur la gestion du carburant, depuis la sécurité du quartier général, les pilotes le considéraient comme un simple théoricien qui ne comprenait rien au combat. Réalité. En effectuant des missions et en prouvant à maintes reprises que ses techniques fonctionnaient, il a gagné. Une crédibilité que ni le rang ni la renommée n'auraient pu lui procurer. L'influence psychologique de Lindbergh. Le succès a dépassé la gestion du carburant. Il a démontré que la technologie civile. L'expérience était précieuse lors des missions de combat. Les organisations militaires valorisent naturellement le grade et le combat. L'expérience, mais la guerre moderne complexe, exigeait une sophistication technique qui était souvent en dehors de la chaîne de commandement militaire. Lindbergh a montré que les civils, dotés de connaissances spécialisées, pourraient contribuer de manière significative à l'efficacité des combats si on leur en donnait l'occasion. Son succès a encouragé les commandants militaires à écouter les représentants techniques de l'aviation civile, constructeurs, motoristes et instituts de recherche. Amélioration de la coopération entre les utilisateurs militaires et les développeurs civils ont accéléré le rythme de l'innovation technique pendant la guerre. Le P-38.
Le Lightning lui-même mérite d'être reconnu comme l'avion qui a rendu possible les techniques d'Amde de Lindbergh. Le bimoteur. La configuration offrait une redondance, ce qui rendait l'expérimentation plus sûre. Les moteurs Allison V1710 sont souvent critiqués pour divers problèmes, répondaient bien à un contrôle minutieux du mélange. Le système de carburant du P-38, avec grâce aux nombreux réservoirs et pompes de transfert, les pilotes ont pu gérer le carburant avec précaution. La stabilité de l'avion le rendait adapté aux vols de croisière de longue durée. Fin 1944 et début 1945, le P-30 a été remplacé sur certains théâtres de guerre par le P-51 Mustang, qui, performance améliorée à haute altitude et plus grande autonomie, avec la même quantité de carburant. Mais dans le Pacifique, le P-28 était resté précieux tout au long de la guerre. Son jumeau. Les machines assuraient la sécurité sur l'eau, mais leur armement lourd avait des effets dévastateurs. Sa maniabilité à basse et moyenne altitude était suffisante pour les combats dans le Pacifique. Conditions et leur portée, en particulier lors de vols avec des techniques Lindbergh, est restée exceptionnelle. Les statistiques de finale le prouvent. Le 475th Fighter Group, qui pilotait exclusivement des P-38, a effectué 551 sorties. Victoire, ce qui en fait la meilleure unité de P-38 de la guerre. La deuxième meilleure aux États-Unis. L'as de l'aviation, le major Thomas Maguire, avec 38 victoires, pilotait des P-38 avec le 475e. La combinaison de la portée, de la puissance de feu et de la fiabilité a fait de l'avion de combat dominant sur le théâtre des opérations, et les techniques de portée étendue de Lindbergh ont amélioré tous les aspects du P-38 opération. Les missions pourraient aller plus loin, combattre plus longtemps et revenir plus sains et saufs. L'impact de milliers de missions et de centaines de milliers d'heures de vol était incommensurable, mais réel. L'histoire, elle met également en lumière la relation parfois difficile entre l'expérience et les institutions. Les opinions politiques de d'avant-guerre de Lindbergh le rendaient un peu attrayant pour le service militaire officiel. Le président Roosevelt, des animosités personnelles ont empêché Lindbergh de servir sous l'uniforme. L'armée, la Luftwaffe, avait précisément besoin de l'expérience de Lindbergh. La solution, un statut civil non officiel. L'autorisation de participer à des opérations de combat était irrégulière et violait probablement la réglementation moderne. Mais elle a fonctionné. La rigidité institutionnelle a cédé la place au pragmatisme opérationnel, un résultat qui a grandement bénéficié à l'effort de guerre. Les hommes qui ont volé avec Lindbergh en 1944 n'ont jamais oublié ce qu'il leur a enseigné. Dans des interviews réalisées des décennies plus tard, d'anciens pilotes du 475e ont parlé avec respect. À propos du civil qui avait volé comme leur égal et leur avait appris à voler plus loin qu'ils ne l'avaient cru possible. Le colonel Warren Lewis, commandant du 432e escadron, a retiré le carburant du Lindbergh, enregistré les paramètres exactement des décennies plus tard. Les détails ont légèrement varié. Différents rapports reflètent une adaptation à différentes conditions et modèles d'avion, mais le principe était universel, et les résultats furent indéniables. Charles Augustus Lindbergh mourut le 8 août 26 1974, à l'âge de 72 ans, d'un lymphome à son domicile de Kippaulu, Maui. Il a secrètement quitté le Columbia Presbyterian Medical Center de New York le 17 août et est arrivé à Maui une semaine plus tard. Avant sa mort, il fut enterré dans une tombe simple, sculptée à la main, environ 3 heures après sa mort. Cercueil construit par des cow-boys de ranch hawaïens en tenue de travail dans une tombe de 30 pieds de profondeur, profondément bordée de pierres de lave et de galets de plage noire, à l'église, Palapala ou cimetière. Seulement 15 personnes étaient présentes. La pierre tombale est une simple dalle de béton. Avec l'épitaphe du psaume 139, Si je prends les ailes du matin, et il vit au bord de la mer. Ses journaux de guerre, publiés en 1970, a fourni des comptes rendus détaillés de son service dans le Pacifique, y compris son temps passé avec le 475e. L'héritage du service de Lindbergh dans le Pacifique va au-delà des techniques spécifiques qu'il a enseignées.
Il a démontré des principes qui restent d'actualité. L'expertise technique est importante dans les opérations de combat. Les professionnels civils peuvent apporter une contribution significative s'ils en ont l'occasion. Les procédures institutionnelles doivent. Elle sera remise en question et améliorée lorsque les preuves appuieront le changement. Les démonstrations personnelles sont plus convaincantes que les démonstrations abstraites. Argument. Et peut-être plus important encore, il y a toujours place à l'amélioration, même dans des systèmes apparemment pleinement développés. En fin de compte, l'exploit de Lindbergh dans le Pacifique représente une interface unique entre l'expérience spécialisée et les besoins opérationnels. Le théâtre de guerre du Pacifique exigeait portée extrême des avions de combat. Les procédures existantes limitent la portée à moins de... L'avion était techniquement capable de le faire. Lindbergh, grâce à son pendant des décennies, il s'est concentré sur l'efficacité. Il a eu l'occasion d'appliquer cette expérience en conditions de combat où les résultats étaient objectivement mesurables. Il a eu le courage de démontrer personnellement ses techniques au péril de sa vie, pour tester ses théories. Il a privilégié une approche de collaboration avec les pilotes sur un pied d'égalité plutôt que d'exiger une reconnaissance. Leur gloire. L'histoire des prisonniers, de guerre allemands, témoin de la guerre industrielle américaine. J'ai pu démontrer une transformation psychologique grâce à des preuves physiques accablantes. L'histoire de Lindbergh démontre la transformation technologique par des expériences éprouvées. Les deux montrent que parfois, les plus grandes victoires ne sont pas remportées par la force, mais par l'application précise et prouvée de la connaissance. Par l'exemple, les prisonniers allemands rentrèrent chez eux en sachant que la prospérité démocratique créait l'abondance. Les pilotes de chasse américains qui ont appris de Lindbergh ont acquis des techniques qui le P-38 Lightning était efficace et les a ramenés sains et saufs. Il a volé jusqu'à la guerre. Sa silhouette caractéristique à double flèche symbolise la puissance aérienne américaine dans le Pacifique. Les pilotes je l'ai piloté, et malgré ses particularités et ses difficultés, j'en garde un excellent souvenir. Et de ceux qui l'ont piloté. 1944. Et puis vous vous souvenez aussi du civil qui vous a appris que l'impossible n'était que difficile, que les limites publiées étaient des points de départ, pas des limites, et cette compréhension pouvait libérer des capacités cachées d'en voir. C'est l'héritage de Lindbergh dans le Pacifique, pas des victoires au combat ou mission effectuées, mais les connaissances ont été partagées et les techniques enseignées. C'est arrivé comme observateur et parti comme professeur. Il est arrivé comme célébrité et est reparti comme camarade. Et il a transformé les capacités de l'avion peuvent être démontrées simplement en comprenant comment il fonctionne réellement et en ayant le courage de le démontrer. Il y avait de meilleures solutions. Les pilotes des Satan's Angels savaient ce que Lindbergh leur avait donné. Ils continuèrent à voler, à se battre. Le trajet a été plus long et plus sûr, car un civil mieux informé sur l'efficacité énergétique a volontiers partagé ses connaissances que quiconque dans le Pacifique. Ce savoir, éprouvé au combat et adopté. Sur l'ensemble du théâtre d'opération, il représente l'une des innovations techniques les plus réussies de la guerre aérienne du Pacifique. Elle n'est pas née dans des laboratoires ou des départements techniques, mais de la maîtrise spécialisée d'un homme dans un art qu'il maîtrisait lui-même. Perfectionné 17 ans plus tôt, au-dessus de l'Atlantique. Cette maîtrise était considérée un contexte différent. Avec d'autres avions, s'est avéré tout aussi précieux en 1944. C'était en 1927. Le principe est y resté inchangé pour bien comprendre l'avion, gérer vos ressources avec précision et ne considérez jamais les limites affichées comme des limites réelles. Lindbergh a vécu cette vie. Au début et à l'été 1944, il a enseigné pendant 6 semaines quelques-unes des meilleurs pilotes de chasse du Pacifique, qui à leur tour ont enseigné aux autres et diffusé des connaissances qui ont changé la façon dont l'Amérique, il a combattu dans la guerre aérienne dans le Pacifique.